On laisse les membres du jury, vous allez délibérer, c'est ça? Ah oui. Mais comment allez-vous faire si vous ne savez pas ce que... Hop. Tiens, et l'une de nos plus jeunes invitées, peut-être, à ce jour, France, dans la poussette. Antoine, est-ce qu'on pourrait avoir de la lumière sur la scène? Je m'adresse au projectionniste / directeur. Sinon, on va commencer devant et puis voilà. Je vais poser les premières questions et puis n'hésitez pas à solliciter la parole dès que vous souhaitez. Une fois n'est pas coutume, je vais peut-être partir du titre du film parce que c'est un titre qui porte à la fois un imaginaire, on peut le dire, rapport à la chanson, un imaginaire amoureux, érotique, mais aussi exotique. Et le film se situe à la fois dans un univers très particulier, celui de l'armée, avec même une partie presque un peu documentaire, en fait, enfin très précise. Mais on n'a pas l'impression que vous avez voulu faire un film sur l'armée ou sur les Légion étrangère, mais vraiment plus un film sur les relations amoureuses, sur les relations maritales. Quel était en fait le désir vraiment à l'origine de ce film qui est vraiment un film... je ne vais pas dire hybride, mais qui peut être vu des deux côtés. Quel était le désir initial? Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci. Le point de départ avec le film, c'était de faire un film sur le couple. Et en fait, pour mettre le couple le plus en difficulté, j'ai choisi cette arène de la Légion étrangère parce que c'est un endroit qui est très compliqué pour le couple, puisque justement la Légion étrangère, elle est constituée de 150 nationalités minimum, et donc les gens viennent de partout, et pour faire une famille, en fait, ils sont obligés justement de passer énormément de temps ensemble, et la famille militaire, du coup, est beaucoup plus forte que la famille nucléaire, parce que déjà, ils sont frères d'armes comme à l'armée, mais en plus, ils passent Noël ensemble, ils font tout ensemble. Bien près du micro. Pardon. Et donc c'était l'endroit où mettre le plus le couple en difficulté, cette Légion étrangère. Voilà, d'autant plus que les 5 premières années de l'engagement d'un légionnaire, en fait, il s'engage comme célibataire, il n'a pas le droit ni de se marier, ni d'avoir d'enfants, ni de contracter un prêt, d'acheter une voiture, quoi que ce soit. Et du coup, c'est seulement au bout de ces 5 années, quand il est rectifié, ça s'appelle comme ça, rectifié, qu'il a le droit, en demandant l'autorisation au chef de corps, de se marier, par exemple. Donc, tout ce qui est famille, couple, etc., vient vraiment en second plan. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je choisis cette arène. Alors ça fait vraiment écho, je trouve, à l'arrivée de la jeune épouse de Vlad, qui est vraiment vue comme un corps étranger au sein de... on comprend qu'elle arrivait trop tôt, on ne sait pas très bien quoi faire d'elle, on ne sait pas où la mettre, etc. J'aime beaucoup justement cette façon d'opposer un petit peu la famille masculine et la famille nucléaire, avec l'arrivée de cette jeune femme donc, qui n'est pas encore intégrée, donc on essaye d'intégrer un petit peu avec les épouses, etc. J'aurais voulu savoir comment ça avait été travaillé, peut-être même à l'écriture, cette vraiment toute première partie du film, avec l'arrivée de Nika. À l'écriture, j'ai rencontré beaucoup de familles, j'ai rencontré beaucoup de gens dans l'écriture du film pour vraiment qui me racontent leurs histoires et voir qu'est-ce qu'il en était. Et le personnage de Nika, j'avais envie qu'il vienne de loin, qu'il vienne d'un pays qui ne soit pas européen, d'un endroit qu'elle ne puisse pas forcément rejoindre une fois qu'elle l'a quitté. Et du coup, qu'elle arrive, qu'elle soit un peu seule. Et c'était ça la question? Oui, c'était un petit peu comment ça avait été écrit. Ah oui. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais un point de vue chez les femmes et un point de vue chez les hommes. Donc Nika, c'est le point de vue chez les femmes qui nous permet de découvrir le monde des épouses. Donc j'ai pris quelqu'un qui était en bas de l'échelle, c'est-à-dire toute nouvelle, qui est fiancée avec un légionnaire qui est en bas hiérarchiquement. Et chez les hommes, j'ai pris un jeune officier qui sort de Saint-Cyr, qui est français, qui a une autre condition, qui n'a rien à voir du coup, et qui est marié à une avocate. Voilà. Mais on n'a pas le point de vue de l'avocate, pour le coup, on a le point de vue de Louis chez les hommes et de Nika chez les femmes. Du coup, il y a aussi le parallèle homme-femme, enfin entre le monde des hommes et le monde des femmes, puis le parallèle, comme on disait, entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, qui est le montage un petit peu entre les deux femmes qui sympathisent. Il y avait aussi cette idée de montrer quand même, malgré la fraternité du corps,
quand même une échelle de classe très très marquée, y compris au sein des épouses peut-être. Oui, parce que la hiérarchie chez les hommes se répercute chez les épouses. Et on voit bien, enfin, dans la même, en fait, il y a cette hiérarchie des femmes d'officiers qui ont un autre statut que les femmes de légionnaires. Mais il y avait surtout, enfin, dans les deux couples, dans le parallèle, on peut voir qu'il y en a surtout qui sont plus armés que d'autres, c'est-à-dire que le couple de Louis Carrel et Camille Cottin ont les mots, ont la distance pour analyser, et leur couple en fait va survivre à cette épreuve qui est très dure. On ne sait pas jusqu'à quand, peut-être qu'à l'issue du film ça ne va pas durer non plus, peut-être que lui va quitter, peut-être que voilà. En tout cas, ils ont les outils pour surmonter cette épreuve, alors que le couple qui est tout en bas n'a pas ces outils-là. Est-ce qu'il y a des premières questions parmi vous? Oui, je vais passer le micro tout de suite. Bonsoir, j'ai 3 questions. La première, quand vous engagez à la Légion étrangère, est-ce qu'on change de prénom? Première question. Alors, avant, oui, maintenant c'est plus obligatoire. Ils changeaient le nom et le prénom, et pendant 5 ans, ils avaient un faux nom et prénom, et une fausse nationalité, donc même si on était français, on devenait belge, suisse, canadien. Et au bout de 5 ans, on récupérait son identité. Maintenant, c'est plus obligatoire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, combien de journées de tournage? Combien de journées de tournage? Alors, le producteur vient de sortir. On a 4, 5, 6, 7 semaines. Alors, en journée, 7 semaines, dont la moitié des semaines de 6 jours. Et le prix du film? Et le prix du film? Le prix du film? Ah, le budget? C'est 3,5 millions. Voilà, ce qui était pas suffisant par rapport à l'ambition du... Ah, ça ne se voit pas, si je peux me permettre. Oui, bonsoir, merci pour ce film. Dites-moi, les femmes, donc les légionnaires, sont obligées de se regrouper. Alors, c'est ce qui est montré un peu dans ce film. Oui. Obligées, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont prévus pour mettre ensemble des épouses, enfin, les familles de certaines catégories. Oui. À partir d'une autre catégorie, ils se logent comme ils veulent, ils ne sont pas ensemble. C'est ça la question. Oui, elles ont des obligations. Hein. Alors, elles ont des obligations qui sont pas contractuelles, puisqu'elles ne sont pas sous contrat avec l'armée, mais effectivement, elles sont... Les maris n'ont pas un emploi du temps qu'ils peuvent leur donner, donc elles sont dépendantes si elles veulent partir en vacances, prendre des billets d'avion, faire des choses comme ça. En fait, elles ne peuvent pas le choisir toutes seules par la force des choses, puisque la mission prime, etc. L'opérationnel prime. Mais après, elles n'ont pas de... La femme chef de corps doit lier entre toutes les épouses, faire le club des épouses, tout ça, pour qu'elles soient pas seules. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation légale. Bonjour, moi j'ai beaucoup aimé votre film. Je voudrais savoir comment vous avez été perçu par la Légion étrangère quand vous avez filmé, quand vous avez demandé à travailler avec eux, et comment ça s'est passé pendant ces semaines de tournage. Alors on n'a pas travaillé avec les Légions étrangères parce qu'on a été vers eux pour leur demander, justement, pour leur faire part du projet, pour leur montrer, pour leur faire lire le scénario, et en fait ils n'ont pas du tout été réceptifs à l'idée de donner le point de vue des femmes. Voilà, on donne la parole aux épouses, ça leur a pas plu. Donc on n'a pas travaillé du tout avec eux. On a été toutes les séquences avec les matériels militaires, par exemple, on a tourné au Maroc, et on a loué à l'armée marocaine des véhicules qu'on a repeints aux couleurs de véhicules français, etc. Donc, tout est de la déco, et grâce à un chef déco qui a été très inventif, on a réussi à recréer tout ça, mais on n'a pas du tout le soutien. Ah ben c'est parfait, parce que l'illusion est totale. Et au jour d'aujourd'hui, comment réagit la Légion étrangère au vu de ce film? Alors, ils ne l'ont toujours pas vu, les personnes qui ont bloqué, qui ont empêché, qui ont essayé d'empêcher le tournage du film n'ont toujours pas vu le film. Mais par contre, ils sont toujours contre, c'est-à-dire qu'ils font circuler des informations sur les réseaux sociaux pour dire aux légionnaires de ne pas y aller, et que le film salit l'image de la Légion. Ce qui
qui je pense n'est pas le cas. Une petite question complémentaire très technique. L'hélicoptère Tigre appartient à l'armée marocaine? Non, alors le Tigre, pour le coup, c'est le seul qu'on a fait en effets spéciaux. Donc on ne l'avait pas sur le plateau. D'accord. On a un connaisseur. Bonsoir. Il me semble que vous aviez déjà fait un court-métrage qui se passait dans le milieu de l'armée. Et je me demandais du coup d'où venait cet intérêt. Et c'était déjà un point de vue féminin. Du coup, est-ce que vous avez une expérience personnelle à propos de ça ou pas du tout? Oui, alors moi je suis officier de réserve. J'ai commencé comme soldat quand j'avais 19 ans. Et puis à l'issue de mes études, voilà, j'ai un peu gravi les échelons et j'ai été chef de section pendant les 5 dernières années. Donc j'ai un rapport un peu proche, effectivement, avec le milieu. Bonsoir. Pourquoi cette scène de début et cette scène de fin en musique est très mise en scène comme ça? Alors la scène de début, c'est en fait quand j'étais beaucoup à Calvi, donc dans cette ville en Corse où il y a ce régiment qui est implanté, et à l'époque, c'était avant Charlie Hebdo, avant les attentats, les légionnaires étaient obligés d'être toujours en tenue pour sortir. Donc ils ne pouvaient pas sortir boire un verre en ville en civil. Ils étaient toujours en tenue. Et il y avait un seul bar dans la ville qui était autorisé parce que il y avait eu des débordements par le passé où avec trop d'alcool, ils s'étaient battus avec des civils. Voilà, donc il y avait une ségrégation très forte. Les légionnaires étaient dans un bar unique et les civils étaient dans tous les autres bars. Et du coup, j'ai cette image très forte d'un endroit où sont réunis, où sont seulement entre eux. Donc la scène de début vient de là, et après il y a la scène de fin qui est la lutte. Alors parce que cette ouverture et cette fermeture, on me dit souvent que c'est un clin d'œil à Beau Travail de Claire Denis, qui était un poème très différent de la narration que moi j'ai opté pour ce film. Donc il y a de ça dans le décalage, en tout cas de l'ouverture, de l'introduction et de la conclusion, mais c'est aussi la lutte de la fin, c'est quelque chose qui existe vraiment dans le corps à corps, dans les exercices de lutte, et qui est, j'avais envie de montrer le côté câlin, qui est l'étreinte. C'est en fait ce qui est très dur quand ces hommes sont loin pendant longtemps dans le désert. Il y a quelque chose de l'ordre du toucher qui n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus jamais de contact physique. Et en fait, ces exercices sportifs permettent quelque chose dans l'ordre du câlin, qui n'est pas du tout un propos homo-érotique ou quoi que ce soit, mais juste d'être ensemble, de se toucher. C'est le principe du pot à pot des enfants, vraiment, qui est reporté vers les adultes d'une certaine façon. Moi, juste une petite sur la scène du début aussi. Il y a aussi une façon de mettre leur relation dans ce premier chant contre chant qui en fait se fait à distance, où elle est en mouvement pour le rejoindre, et où la première fausse rencontre, puisque la vraie retrouvaille aura lieu plus tard, la première fausse rencontre avec le contre-jambe de cet homme dans cet univers masculin, dans cet univers aussi, on ne peut pas dire de fête, mais de détente, et avec son regard un peu perdu. Je trouve ça vraiment très beau, en fait, la façon dont subtilement leur relation est annoncée, et la fin de leur relation, parce qu'elle a annoncé à ce moment-là. Ouais, le décalage de ce qu'elle imagine, ce qu'elle perçoit, et le non-regard qui lui renvoie, annonce un peu la dissolution du couple avant même qu'ils se soient retrouvés. J'aime vraiment beaucoup le fil de leur histoire à tous les deux, jusqu'à la dernière image qui, moi, vraiment la photo dans le képi, qui vraiment me fait jaillir les larmes, parce qu'il y a cette pudeur qu'il a, et voilà. Je trouve que c'est un très très beau couple de cinéma, malheureux, mais voilà. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Pourquoi avoir choisi d'écrire le titre sur une des personnages, enfin ce tatouage, quel sens il a, tatouage Mon Légionnaire, qu'elle se fait, quel sens il a pour eux, pour l'histoire. Il y a un rapport avec les tatouages des légionnaires aussi, j'imagine. Oui, c'est une manière, pour Nika en tout cas, qui n'a pas la langue, de
s'intégrer dans cet endroit où elle est un peu seule. Son fiancé est loin, donc elle le rapproche en le gravant sur sa peau. Donc c'est un truc un petit peu adolescent comme ça, d'essayer de matérialiser l'amour absent. De gérer la frustration, l'attente qui est des deux côtés, parce que les épouses attendent et sont frustrées comme les hommes attendent l'ennemi invisible dans le désert et sont frustrés, donc chacun cherche des parades pour sortir de ça. Et voilà, donc elle écrit ça de manière romantique sur son livre. C'est très osé de l'avoir mis derrière. Justement, elle ne le voit pas. Ouais. Oui, elle peut se regarder dans le miroir. Est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon, j'avais pas. Noémie, merci. Noémie, ancienne stagiaire du milieu, exploitante depuis peu. Oui, bonsoir. Merci. C'est vrai que j'étais assez inquiet en voir ce film. Bon, j'avais en tête celui de Claire Denis. Et je trouvais que vous l'aviez vraiment bien traité. Et je suis content que vous ayez répondu à la question d'un des spectateurs. Vous avez fait l'armée, vous êtes officier, parce que c'est vrai que sinon, la question c'était est-ce que vous aviez tout autour un tas de conseillers militaires, etc. Alors par contre, là où j'étais un peu gêné, c'est la fin, tout à fait la fin. Était-il nécessaire que ce jeune militaire soit tué? Je veux dire qu'ils auraient très bien pu arrêter avant. Oui, bon, effectivement, ça conclut définitivement. C'était pas bon, ça me paraît intéressant dans ce bout de discussion qu'il y a dans le bar autour de l'intervention française. Les réponses sont à la fois succinctes et essentielles. Merci. Merci. Alors, est-ce que c'était nécessaire qu'il meure quelque part? C'est très dur de faire mourir quelqu'un dans un film. Moi, en écrivant le scénario, j'ai jamais été aussi triste aussi longtemps, et je me réjouis d'écrire une comédie la prochaine fois parce que c'était vraiment lourd. Et c'est vrai que c'est pas du tout anodin de faire mourir quelqu'un. Après, comme c'est un des rares métiers où la mort est une hypothèse de travail, ça me semblait absolument nécessaire pour comprendre, même pour faire comprendre ce que vivent les épouses, cette crainte que leur conjoint revienne blessé, mort ou blessé psychiquement. Ça me paraissait important de faire prendre conscience de ça quand même avec un acte fort. Et l'autre question, c'était sur les restaurants, c'est ça, quand les civils le questionnent sur l'intervention de la France au Mali. C'est une séquence qui était importante pour moi, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un lien armée-nation qui est un peu dissolu et qui existe difficilement, dans le sens où on est très peu informé. Les seules images qu'on voit, c'est au JT, c'est des images qui sont faites par l'armée. Et l'opération Barkhane, pour le coup, il y a des opérations où il y a des gens qui, tous les jours, sautent sur un IED en ce moment et reviennent avec une jambe en moins, et personne n'est au courant, personne n'en parle. Et c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus le service militaire obligatoire, il n'y a plus vraiment de lien. Et donc, dans cette séquence de restaurant, il se retrouve face à ses amis de l'université qui lui renvoient un peu cette image de questionnement sur pourquoi cet engagement, alors que voilà, quand le principe de la démocratie, c'est que le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil et que c'est le président qu'on a élu qui décide et le militaire obéit. Voilà. Il sort quand votre film? Il semble 6 octobre. Dans cette conversation, il y a aussi qui est mise en scène une certaine confusion aussi de la part des personnes qui ont l'armée, qui est un petit peu étayée par la jeune femme blonde, qui elle, je ne sais pas quelle est son, qui apporte des choses plus précises, mais aussi l'idée que peut-être la vision qu'on a de l'extérieur est parfois un peu mélangée avec plein de choses, et cette confusion qui ne doit pas aider le rapport à quelqu'un qui est militaire, à
à son entourage. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui intervient sur Boko Haram, et qu'effectivement, en fait, Boko Haram, c'est au Nigeria, c'est pas dans les pays de la montagne sahélo-saharienne dans lesquels cette opération, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce manque de connaissances, en fait, juste, et d'intérêt pour la chose. Moi, j'avais une question sur ta présence dans le film, puisque, alors, est-ce que vous avez vu... Oui. Un médecin. Voilà. Monsieur est médecin, peut-être? Non, je suis ancien militaire. Ah bon. Donc, ce qui m'amène deux questions. Donc, l'absence de femmes dans la Légion, ce médecin féminin, j'imagine, ne fait pas partie de ce corps-là. Puis pourquoi avoir choisi d'incarner ce personnage à ce moment-là? Quel sens ça a? Donc oui, il n'y a pas de femmes dans la Légion, mais c'est donc une opération où il y a des unités constituées de différentes unités. Et alors, c'était pas du tout une volonté de le jouer moi, c'était un rôle qui était beaucoup plus important à l'écriture. Et en fait, n'ayant pas assez de sous pour faire beaucoup de choses, j'ai dû réduire le scénario de beaucoup, 3 mois avant le tournage. Et du coup, la comédienne que j'avais choisie pour faire ce rôle s'est retrouvée un rôle presque de figurant. Enfin, il n'y avait qu'une séquence parlée. Et c'était au Maroc. C'était pour 2 heures de tournage. Et du coup, c'était trop cher. Enfin bref, on n'avait pas les moyens, donc je l'ai fait moi. Choisi quelqu'un qui connaissait le langage militaire. Bonsoir, merci pour votre film. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'observer aussi Louis Garrel dans un rôle qui n'est peut-être pas si attendu pour un acteur comme lui. En tout cas, c'est peut-être une idée préconçue, mais aussi physiquement, sa physicalité était vraiment différente que dans le précédent film. Comment était le travail avec lui? Est-ce que cette relation, aussi un sujet peut-être qui n'était pas pour vous qui est familier, pour lui pas, comment ça s'est négocié aussi entre le réalisme et puis le travail de l'acteur qui arrive avec un terrain qu'il ne connaît pas? Et ça a été une aventure la rencontre avec lui, parce qu'effectivement, moi au début, je n'avais pas du tout envie de le rencontrer pour ce rôle, parce que ça ne me paraissait pas du tout adéquat. Je me voyais plus poète rive gauche dans un film, dans un appartement parisien, comme tout le monde. Et c'est sur les conseils de mon producteur que je l'ai rencontré quand même. Et en fait, alors physiquement, il y avait un truc qui n'allait pas dans la dynamique. Vraiment, c'était très dur. Mais à partir du moment où elle a commencé à lire, en fait, il a une intelligence du texte qui est tellement... Ouais, c'est le meilleur acteur de sa génération, en fait. Le mec est hyper doué. Et du coup, je me suis dit, s'il accepte de suivre la formation militaire, d'avoir le coach pour la muscu, d'écouter, de rencontrer tous les gens que je vais lui faire rencontrer qui vont lui raconter des choses sur le métier, etc. Alors, allons-y. Et voilà, il a joué le jeu hyper bien, il a été hyper généreux, il a eu un coach, un ancien légionnaire qui le pourrissait, c'était très drôle. Et puis il a eu un coach sportif qui lui faisait faire des muscles pour le cinéma. Donc voilà, c'était super. Il a fait 3 jours j'ai un groupe d'anciens légionnaires qui ont organisé un genre de camp de formation pendant 3 jours dans le sud. Il a dormi sur un picot, il a mangé des rations de combat et il n'a pas du tout aimé, mais ça lui a laissé des bons souvenirs. À propos, juste avant de te passer la parole, il faut juste que je demande à propos de son travail de musculation, pourquoi ce contre-jour lors de la scène où il se touche? Pourquoi ce contre-jour qui nous empêche de... Pardon. C'est une petite incursion. Ralph? Une question, j'ai beaucoup apprécié le film. À aucun moment c'était très crédible. Bon, juste mon ressenti. J'ai cru à l'histoire, j'ai cru au personnage. Et ma question, elle porte plus par rapport à ce que vous avez dit au début sur l'armée qui n'était pas du tout favorable ou qui vous a pas aidé. Est-ce que ça a été facile ou difficile et comment ça se passe pour le financement d'un film comme ça sur un sujet qui va traiter d'un métier où les protagonistes vous encouragent pas? Vous mettez le doigt sur un truc très juste, c'est que pour donc l'armée
étaient contre le film, et dans le monde civil, ils voyaient le film comme un film sur l'armée. Donc dans le milieu culturel de gauche, on va dire, il y a un antimilitarisme primaire qui est un petit peu présent, on va dire, et qui faisait que ça ne nous a pas non plus facilité la tâche pour avoir des financements. Voilà. Donc des deux côtés, on a subi des deux côtés, je veux dire. Mais du coup, la question c'est comment on a financé. Le temps que ça prend, parce qu'on a entendu beaucoup d'interventions où c'est très lourd d'obtenir des financements. Ouais. Par exemple, quand est-ce que vous avez commencé à aller chercher et combien de temps ça a pris? En gros, ça a pris 2 ans. 2 ans de financement. Alors, on a tourné en 2019 et on a commencé le financement en 2017. Et les réticences, ou voire plus de l'armée, est-ce qu'elles ont vraiment mis des bâtons dans la roue en termes de financement, ou est-ce que c'était en termes de financement, plutôt... en fait. Bon, si on avait eu leur soutien, on aurait eu beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de choses, parce que là, on a dû louer l'armée marocaine, on a dû reprendre les véhicules, etc., faire beaucoup de choses, se débrouiller vraiment, voilà. Et du coup, oui, on aurait pu faire... Parce qu'il y a une façon quand même de tourner les scènes de combat qui est, je trouve, vraiment unique, quoi, parce que on est à la fois dans quelque chose de très sensible, enfin on est dedans. Il y a ce côté dont je parlais au départ. J'ai dit un aspect documentaire, c'était pas le bon mot, mais en fait un aspect de précision où on sent aussi qu'il y a une volonté de ne pas trahir ces démarches, etc. Donc ça a été pensé comment en fait au moment de l'écriture? J'avais envie de montrer aussi ce que c'est le métier, parce que c'est vrai que les gens, ils ont... Enfin, les gens... Il y a beaucoup une image, dans les retours des spectateurs que j'ai, c'est en fait c'est un métier, il y a un protocole, c'est pas la one again, on tire n'importe comment, on fait n'importe quoi. En fait c'est ça la guerre, c'est très... dans les retours c'est très... Voilà, c'est très administratif, très... Voilà. Et je trouvais... j'avais envie de montrer ce métier, je trouve que c'est toujours... Moi j'aime bien quand je vais voir un film apprendre quelque chose. Oui, je me demandais si justement au cours de la production vous aviez songé à utiliser des plans documentaires qui auraient été tournés par l'armée. Est-ce qu'on y a songé? Peut-être qu'on y a songé à un moment de désespoir profond où on n'avait rien, ni argent, ni soutien, ni rien. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, peut-être le producteur veut s'exprimer là-dessus. Il va venir. Producteur. Du coup, vous pouvez peut-être switcher pour faire la partie babysitting, je rappelle, qui se passe dans notre loge VIP. Jérémy. Oui. Est-ce que tu peux mettre pleine lumière, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, par l'armée, non, parce qu'on n'aurait aucune autorisation, mais je m'étais renseigné auprès de M6 et d'un certain nombre de sujets, de chaînes qui avaient, eux, des images. Et donc, à un moment donné, on y a songé, parce qu'on a fait le ratio entre ce que nous coûterait des VFX ou un certain nombre de choses, pour essayer de donner encore plus d'ampleur au film, et ce que nous coûterait des images archives. Et finalement, au vu du montage que Rachel avait réalisé, de la manière dont elle choisit de laisser beaucoup de choses en hors-champ d'un point de vue militaire, on avait ces images en réserve et on ne les a pas utilisées. Il y avait 1 ou 2 plans qui étaient dans le scénario, notamment il va y avoir un A400M qui vient, un avion militaire qui vient chercher le cercueil de Vlad, mais finalement on n'a pas utilisé cela. Et pour revenir encore sur une toute petite chose par rapport aux images d'archives, le film devait se terminer sur le pont Alexandre III, où tous les cortèges en fait funéraires des militaires morts en opération passent. Et on a tourné des images via une agence de presse, parce qu'évidemment on n'avait pas le droit, au vu de ce que Rachel a dû vous raconter sur l'armée, et sur nos relations conflictuelles avec un certain nombre d'autorités, notamment la Légion étrangère, d'utiliser ces images. Alors, on a essayé de rendre le film le plus crédible possible, et Rachel était très attentive sur les détails
de la couleur des véhicules, tous ces éléments-là, on a essayé de les rendre les plus crédibles possibles. Et il y avait juste une dernière chose là-dessus, parce que c'est des détails mais d'importance. Comme on n'avait pas le soutien de l'armée, on avait un risque vis-à-vis de l'utilisation des insignes militaires. Parce que les insignes militaires sont déposés, il y a des droits d'auteur, et donc sans l'autorisation des régiments ou des ayants droit des différents insignes, on n'avait pas le droit de les utiliser. Donc on a reproduit une torche une grenade à cette flamme, mais un peu différente, avec un design différent, pour se prémunir de tout ça, au cas où nous avions. Très bien, pour respecter les droits des insignes. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Merci à vous. Ah, vous avez quoi? À quelle adresse que c'est tourné? À Saint-Florent. Saint-Florent et Canaries. Donc, parce que de la même manière, on n'a pas eu le droit de tourner à Calvi, on est empêché de tourner à Calvi, et donc il a fallu trouver une alternative. Il fallait s'éloigner de la Balagne le plus possible, parce que la Légion a une vraie influence sur toute cette partie-là. Et donc Saint-Florent nous a accueillis. Il y avait une sorte de fortin, et puis il y avait cette usine d'amiante qu'on a transformée en régiment de Légion, qui est à fond de Falaise, qui est au tout début du film, avant le titre. Voilà. Pardon? À Canaries, c'est une petite... non, Canaries, c'est une petite... c'est une toute petite un village corse en haut, et c'est là où il y a ces maisons américaines, qui sont des maisons très typiques, qui sont issues de gens qui allaient faire l'exploitation de canne à sucre à Saint-Domingue, qui revenaient en Corse, et qui construisaient des maisons néocoloniales comme ça. Et donc c'est une des maisons, ça s'appelle les maisons américaines de Canaries, et donc de cette pointe du Cap Corse. Voilà. Et autrement, c'est les Rachidien au Maroc, qui est vraiment à la frontière algérienne. Et un tout petit peu à Strasbourg, tous les intérieurs de régiments, le tout début de la séquence, c'est Strasbourg aussi. Et le Sentinelle aussi. Voilà. Très bien. Merci à vous. Prise des applaudissements. Merci de votre présence. Le film sort, comme il a été dit, le 6 octobre, ici et dans plein d'autres salles. Donc, parlez-en autour de vous, écrivez-le sur les réseaux, envoyez. Voilà. C'est très important pour nous, le 6 octobre. En même temps que James Bond. Voilà, donc bon. Voilà, vous avez une proposition alternative. Mourir peut attendre, c'est dans le titre. Voilà. Mon légionnaire, non. Les premières semaines de la vie d'un film en salle sont importantes. Merci aussi à Backfilm. Philippe Pux, je ne sais pas où il est passé. Il est avec le bébé. Merci au babysitter de Backfilm pour sa présence. Et très bonne soirée à tous et à toutes.